Quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle émission automnale d'Entrée c'est ouvert. Et de retrouver aussi Virginie, bien sûr. Toujours partante pour une balade entre feuilles, racines et découvertes. Au programme aujourd'hui, des plantes qui colorent nos jardins en automne avec Michel, la culture du chicon avec Georges, notre fidèle expert potager. On parlera aussi des fruitiers à planter et en particulier des pommes avec Paul-Émile, avant de suivre Virginie en forêt pour découvrir les bienfaits du bois mort, ce trésor caché de la biodiversité. Et puis, novembre oblige, souvenez-vous, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. C'est le mois idéal pour planter, alors autant bien s'y préparer. On retrouve Virginie du côté de Wépion, dans le magnifique jardin de Michel. Michel, c'est un passionné. Conseiller en patrimoine végétal, ancien responsable des serres royales de Laken, rien que ça. Et ce n'est pas la première fois que Virginie s'y rend. On sent qu'elle est ravie d'y retourner. Et franchement, on la comprend. Michel, mais quel plaisir de revenir dans ton jardin. En plus, en automne, il est tout aussi beau qu'en été. Il y a plein de couleurs partout. Et ça tombe bien, puisqu'on avait envie de te demander des conseils de plantation pour avoir un jardin coloré en toute saison. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir avec le soleil en présence. Donc, l'idée est ici vraiment de pouvoir vous aiguiller vers des plantes intéressantes qui sont encore en fleurs. On est au mois de novembre. On a les dernières fleurs de rose avec cette rose magnifique vif éclat. Et alors, l'esprit du parterre, c'est bien sûr allier une structure en termes de forme de buissons, d'arbustes, mais également tolérer quelques envahisseurs, je dirais. On a de la camomille ici qui s'est installée. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir voir cet aspect de plante qui est tout à fait indigène avec des plantes qui sont beaucoup plus travaillées, plus ornementales. Et c'est vrai, quand on arrive, on est frappé par les couleurs de ce parterre, par les formes aussi, comme tu disais. On voit les petites échinacées en petites boules, la sauge en épis, et puis toutes ces fleurs à cette saison, c'est quand même étonnant. Mais voilà, c'était choisi en fait pour avoir cette évolution de couleurs. Je pense par exemple à l'hortensia là, qui est en train pour le moment de faner tout doucement. Il était quasiment blanc à l'origine, le rose s'est développé en grimpant au sommet de cette fameuse grappe de fleurs. Et donc la fanaison devient très très jolie. Le feuillage va aussi prendre une teinte intéressante avec des teintes de jaune. Beau. Donc c'est vraiment l'alliance de cette évolution de la végétation avec parfois des rappels. Ce feuillage jaune qui va rappeler cette spirée qui a aussi un feuillage jaune. Et alors ce style avec les petites baies, c'est adorable, c'est quoi ça? C'est un millepertuis, qui est une variété qui est cultivée. On a encore, et c'est un peu anachronique, quelques fleurs maintenant qui se développent, mais ce sont surtout les fruits qui sont intéressants pour la période hivernale. Et on va avoir petit à petit aussi ces branches ici qui sont assez jolies, qui vont teinter vraiment dans des teintes de chocolat. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça au jardin pour donner justement des intérêts de couleurs, de formes. Donc, comme je l'avais dit, ce jardin, ce parterre-ci, c'est vraiment un accueil biodiversité. Malgré qu'il y ait des choses indigènes, on a des espèces, des variétés ornementales qui vont avoir un intérêt pour les insectes. Comme la gastache ici devant. Comme la gastache, comme la rose qui est très travaillée là, je vous l'ai dit, mais seulement elle a une fleur très simple. Le fait d'avoir une fleur très simple permet aux abeilles, aux bourdons et aux autres pollinisateurs de pouvoir facilement repérer là où il y a à manger finalement, au niveau de la fleur. Dis là-bas, je vois un autre massif avec des superbes graminées. C'est aussi intéressant ça toute l'année au jardin. Écoute, c'est un must pour moi dans le jardin. Viens, je vais te montrer. Alors j'ai tout de suite repéré celle-là. Elle est vraiment magnifique. C'est quoi comme espèce de graminée? Écoute, ça c'est une de mes favorites. En fait, c'est un panicum qui est une variété ici qui n'est pas trop grande et qui a vraiment de multiples atouts. Pour le moment, on a vraiment un feuillage qui devient très intéressant. C'est beau. Ces épis vont rester secs comme ça tout l'hiver. C'est aussi un régal pour les petits oiseaux, toutes ces petites graines-là. Et puis alors, en été, finalement, ce sont des beaux éléments à mettre dans des bouquets de fleurs, par exemple. Mais ce parterre-là, il est très joli. Comment tu l'as structuré? Raconte un peu. Voilà, ici, le concept était un concept d'avoir vraiment deux massifs de graminées pour pouvoir enserrer ici des buissons qui vont avoir une teinte intéressante. On va avoir un hortensia à feuilles de chêne, comme son nom l'indique, avec ici, c'est ça un peu l'intérêt de la collection finalement, c'est d'avoir des teintes différentes au niveau du feuillage. Celui-ci va rester rouge, très pourpré pendant une bonne partie de l'été déjà, tandis que l'autre est en train de colorer maintenant. Et ça se marie très bien avec la graminée, c'est vraiment beau. Et l'intérêt, pour compléter ça, on a un petit Euonymus alatus, parce qu'on va retrouver des veines ici au niveau des branches.
qui va prendre aussi ces mêmes teintes très pourprées. D'accord. Donc on a vraiment un ensemble cohérent. Très cohérent. Et alors je vois que tu mulches aussi ton sol. Voilà, moi mon sol c'est ma grande richesse, donc je dois la soigner, je dois la chouchouter. Et donc j'en ai profité ce week-end pour pouvoir apporter ici une couche de fumier qui vient d'une écurie toute proche, avec vraiment une démarche très circulaire. Moi je leur apporte du foin quand j'ai trop de foin, quand je fauche mes prairies, et en contrepartie je peux récupérer du fumier. Et c'est aussi une couleur assez chaude, hein, donc ça se marie bien avec le reste. En parlant de couleur chaude, tu as d'autres choses à me montrer là derrière, écoute, non? J'ai une petite pépite à te faire découvrir, viens voir. Voilà ma petite pépite que je voulais te faire découvrir. On a un érable ici, avec une feuille peut-être un peu différente des érables qu'on a l'occasion de rencontrer dans la nature. Coloration d'automne. Magnifique. Juste top. Le pétiole rouge, la coloration jaune de la feuille, les jeunes branches ici. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fabuleux. Et regarde l'écorce ici, qui va prendre des teintes tout à fait intéressantes avec cet aspect de peau de serpent un peu. Oui, c'est très très beau. Et du coup en hiver aussi, il y a un côté peps. En hiver aussi, tout à fait. Ça donne du peps, ça va donner de la couleur vraiment au jardin, dans une période qui est normalement plus sombre, plus terne. Là, ça va vraiment donner un flash de couleur. Et au niveau des arbustes, quel autre conseil tu nous donnerais? Qu'est-ce qu'on pourrait planter d'autre pour amener ces couleurs? Ici, au niveau des arbustes, des choses qui sont incontournables. On va avoir par exemple des érables du Japon. On va avoir un cerisier là que moi j'adore, qui va avoir cette feuillaison un peu bronze là qui est hyper intéressante. C'est quoi ça comme cerisier? C'est Prunus de Breit qui commence à être de plus en plus disponible, je dirais, en pépinière. Un arbre ou un arbuste hyper intéressant. Alors il y a aussi les aubépines avec les baies. Il y a plein d'autres choses encore dans ton jardin. Voilà, ça c'est tout l'intérêt biodiversité de nouveau. Les aubépines, on va avoir les noisetiers qui vont tout doucement aussi perdre leurs feuilles et changer de couleur. On va avoir les cornuillers sanguins dans le fond du jardin. On a la viorne également qui est en train pour le moment de joliment colorer, plus les baies qui sont encore représentes. Donc on a toute une série d'arbres et d'arbustes biodiversité qui sont vraiment quelque chose qui doit être planté dans tous les jardins. C'est vraiment pour moi quelque chose qui est très important. Et c'est ça qui est intéressant dans ta démarche, Michel, c'est que tu aimes les espèces ornementales, tu aimes aussi faire plaisir à la nature, et donc c'est un savant mélange de spontané, de réfléchi et très coloré. Donc je pense que tu nous as donné plein d'idées pour nos plantations d'automne. Un grand merci à toi et encore bravo pour ce magnifique écrin vert que tu nous proposes. Mais je suis ravi d'avoir pu vous guider. C'est une belle source d'inspiration. Plantez, allez-y. Plantons. Quelle belle promenade. Des couleurs d'automne à n'en plus finir et plein d'idées pour donner du peps à nos jardins. Et justement, en parlant de plantation, on retrouve Georges, notre expert potager préféré. Il va nous parler d'une culture bien particulière, celle du chicon. Un légume de saison qu'on force à pousser dans l'obscurité pour révéler toute sa saveur. Un vrai savoir-faire, et Georges connaît ça comme personne. Alors Georges, l'automne est déjà bien avancé, tout doucement on pense aux plats d'hiver, les bons chicons gratins par exemple. Ou en salade, n'est-ce pas? Ou en salade, mais pour ça il faut avoir des chicons. Alors le chicon, c'est une plante bisannuelle, donc elle a son cycle de vie complet en 2 ans. Première année, on va semer nos chicons au jardin au mois de mai, l'éclaircir pour avoir de belles grosses racines. Une fois qu'on va arriver fin d'année, en octobre-novembre, on aura une belle racine de chicon. Et c'est elle qui va nous servir pour l'année suivante. Donc deuxième année, il va prendre des réserves dans sa racine, il va faire des feuilles et des fleurs. D'accord. Alors, et donc une fois que tu les as récoltés, qu'est-ce qui se passe alors? Comment tu vas faire pour il faut d'abord les mettre en dimension. Longueur des racines, plus ou moins 18 cm. Donc voilà, ici, les 20 cm. Ah oui, sur ta petite planche, tu as un petit repère. Un petit repère, c'est 20 cm, de 18 à 20 cm. Oui. Donc tu vois, elle est bonne en longueur. Oui. Maintenant, il faut couper les feuilles à plus ou moins 3 cm. D'accord. Il ne faut surtout pas endommager le cœur, tu vois, c'est ça le principal. Sinon, on a des chicons qui sont tout à fait fourchus. Donc, j'ai une bonne terre de jardin ou bien de terreau. Tu récupères des bouteilles en plastique? Ce sont des bouteilles à soda parce qu'elles sont suffisamment épaisses et bien résistantes. Petites bouteilles pour des petites productions. Ou évidemment, si on veut une production plus importante, regarde, c'est le bac de 5 litres qu'on recoupe à 20 cm. C'est génial, c'est que de la récup chez Georges. C'est que de la récup. Quand ça nous met suffisamment, on va arroser, stocker au frais avant de mettre en forçage. Alors le forçage, ça se fait entre 10 et 18 degrés maximum. Dans le noir pour avoir des chicons blancs, n'est-ce pas?
Et en 3 semaines, on a des chicons dégustés. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du forçage. Parce qu'en fait, tu trompes le légume, tu lui fais croire qu'on est déjà au printemps, en le mettant dans des conditions propices au développement de feuilles. D'accord, génial. Bon, super. Bah, écoute, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour s'y mettre. En tout cas, moi, ça me donne bien l'envie d'essayer. Et vous, ça vous dit de produire vos chicons? Les chicons. Rien que d'en parler, j'ai faim. Moi, je les préfère cuits avec ce petit goût sucré. Et vous? Allez, on reste dans les saveurs du potager. Et cette fois, c'est François qui prend le relais pour nous parler framboisier. Et là aussi, on ne se trompe pas. Planter aujourd'hui, c'est se régaler demain. Donc nous sommes en automne. L'automne, c'est la période propice pour réussir ces plantations parce que les sols sont encore suffisamment chauds et l'humidité, avec les pluies plus nombreuses, est suffisante. J'ai choisi de planter des framboisiers. Donc il faut savoir que des framboisiers, il existe 2 grands types. Donc il y a tout d'abord les framboisiers remontants. Les framboisiers remontants vont produire des fruits dès le mois de juin et de façon un peu interrompue jusqu'à l'automne. Tandis que les framboisiers non remontants, eux, vont avoir une grosse production, principalement durant le mois de juillet. J'ai choisi 2 variétés remontantes qui vont produire des fruits ici de couleurs différentes. Donc on va avoir des framboises jaunes et des framboises rouges. Donc les framboisiers, pour garantir une bonne reprise, ont besoin d'un sol suffisamment fertile et bien aéré. Pour rendre le sol fertile, on va utiliser un amendement de sol qui va apporter de la matière organique bien diversifiée pour enrichir ce sol au moment de la plantation. Le petit conseil extra consistera à apporter de la lave de granulométrie suffisamment grossière, mais pas trop grossière, pour aérer le sol et permettre un bon drainage au niveau du système racinaire. Avant de commencer la plantation proprement dite, on va nettoyer le terrain, donc enlever tout ce qui est indésirable. Donc dans ce cas-ci, c'est de l'herbe, donc on a du gazon qu'il faut décaper pour avoir des conditions de sol optimum pour placer nos framboisiers. Ensuite, on voit que nos framboises sont dans des pots, donc cela va permettre de garantir une reprise plus rapide et aussi sur une période de temps plus longue. Au niveau entretien, donc il faut savoir que les framboisiers vont pousser au cours des années. Donc pour garder des cannes bien droites et qui ne vont pas se coucher avec le vent, il est important de placer donc 2 tuteurs avec un fil de fer qui va permettre de tenir les cannes suffisamment droites pour avoir une belle récolte la saison prochaine. Donc pour garder un sol suffisamment humide et empêcher la levée de mauvaises herbes, on va pailler. Donc on va mettre un paillage au niveau du sol. Donc ici j'ai choisi un paillage à base de plaquettes de châtaignier et on veillera aussi au cours des années à enrichir notre sol donc avec un bon engrais organique pour petits fruits qui va permettre une récolte abondante au fur et à mesure des saisons. Merci François pour ces bons conseils. Nous voilà prêts à réussir nos plantations de framboisiers. Et à la belle saison, il ne restera plus qu'à cueillir et savourer. Direction Jodogne, où Virginie est partie rencontrer Paul-Émile, le spécialiste des fruits chez Pomco. Il va nous aider à choisir les bons pommiers à planter cet automne. Et cette fois, bonne idée, toute l'équipe s'est mise à l'abri. La pluie n'était pas loin à mon avis. Paul-Émile, on est ravis de te retrouver dans ta grange, devant cet assortiment de fruits incroyables. Alors toi, tu es pomologue et tu travailles chez Pomco. Raconte-nous un peu, c'est quoi déjà être pomologue? Alors, pomologue, je dirais que je suis pomologue amateur parce qu'il faut toute une vie pour être vraiment pomologue. Mais donc en gros, la pomologie, c'est la science du fruit. Et donc, on ne s'intéresse pas uniquement aux pommes, mais à tous les fruits. Et donc aux caractéristiques des variétés, à leur goût, à leur saveur, à leur forme. Mais on est aussi arboriculteur fruitier. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos clients, que ce soit des particuliers, des entreprises, des agriculteurs, des communes, dans la plantation d'un verger et dans l'accompagnement par sa taille, la greffe. On donne des formations pour éduquer les personnes qui veulent s'y intéresser, pour transmettre tous ces savoirs qui se perdent petit à petit. Alors, c'est le mois de novembre, c'est le moment où on a envie de planter. Et justement, si on veut planter des fruitiers dans son jardin, autant se tourner vers ces anciennes variétés, qui sont vraiment acclimatées à nos régions. Il y a un label qui existe pour nous aider dans ces choix, c'est Certifruit. C'est ça? Tout à fait. Un petit mot peut-être là-dessus? Bien sûr. Donc Certifruit, c'est un label qui a été développé par le Centre de recherche agronomique de Jean Blou. Donc c'est un travail qui a été initié par Charles Populaire dans les années 70. Donc en fait, il s'est rendu compte qu'avec la disparition du verger aux tiges, on était en train de perdre toute cette diversité de variétés de nos régions. Et il s'est dit, il faut agir. Et donc pour agir, il a fait un appel au public. Et donc des gens venus de toutes les provinces de Belgique lui ont apporté du matériel génétique, lui ont apporté des pommes, des poires, avec toutes des histoires patrimoniales, des recettes
chaussettes, etc. Génial. Et donc lui a récupéré tout cela. Et puis après, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ils ont sélectionné les variétés les plus méritantes, celles qui sont les plus résistantes aux maladies, pour pouvoir les remettre sur le marché. Et justement, toutes ces variétés, on peut les retrouver chez les pépiniéristes qui ont ce label Certifruit, c'est ça? Exactement. Donc en fait, il y a toute une série d'artisans greffeurs, pépiniéristes, artisans greffeurs. Et alors, il y a également des revendeurs. Et donc, tant qu'il y a le label Certifruit, on peut s'assurer qu'on a des bonnes variétés anciennes de nos régions et surtout résistantes aux maladies. D'accord. Comment les retrouver, tous ces revendeurs? Alors, il y a un site internet, donc certifruit.be, vous pouvez les retrouver. Voilà. Ok. Alors, une fois qu'on a pris la décision de se tourner vers des variétés de chez nous, quel choix finalement? Comment trouver la variété qui va nous convenir? Alors, un premier conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer d'étaler la production fruitière. Donc, se dire, ben voilà, on va avoir des variétés qui vont commencer à mûrir dès juillet et d'autres qui vont se garder en cave jusqu'en mai. Donc, on va avoir du fruit sur 10 mois, sur 12, sur l'année. D'accord, génial. Bon alors, on prend mon exemple. Je voudrais un pommier chez moi avec une pomme un petit peu acidulée, bien croquante. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? À cette époque-ci de l'année, je pourrais quand même te proposer gueule de mouton. Donc, comme vous pouvez le voir, gueule de mouton a un museau assez allongé comme un petit mouton, tout simplement. C'est vrai qu'il y a des noms incroyables. Hein, et donc ça, c'est une variété qui est excellente pour la conservation et qui est également excellente pour faire du cidre. C'est vraiment une vieille variété de chez nous, de Belgique, quoi. Très bonne. Je t'en prends déjà une caisse. Il faut aussi distinguer, lorsqu'on veut planter un verger, si on plante du basse-tige, du moyenne-tige ou du haute-tige. Très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, les vigueurs des porte-greffes vont déterminer la hauteur finale de l'arbre et donc de la distance de plantation. D'accord. Et donc ça, il faut être très attentif parce qu'on remarque beaucoup de vergers qui ont été plantés trop proches. Les gens se disent « Oh, l'arbre est tout petit, on peut les planter assez peu espacés. » Mais finalement, 10 ans après, on s'en mord les doigts, on doit en couper un sur deux parce que le verger prend trop de place. D'accord. Tu me ferais bien goûter autre chose, non? Oui, bien sûr. Je suis curieuse. Mais je vais te faire goûter une poire, qu'est-ce que t'en dis? Ah, oui, très bien. Alors, Jules Desrolles, ça c'est vraiment une petite poire excellente. On retrouve aussi le plaisir du goût du fruit. Exactement, très sucré. C'est ça aussi qui est important dans cette démarche. Ah oui, et quelque chose qui est très important à savoir, c'est qu'une poire, c'est encore plus délicat qu'une pomme. Il y a vraiment presque un jour précis pour pouvoir la goûter. En fait, la veille, elle va être encore très dure. Le jour même, elle va être à point, elle va être fondante et le lendemain, elle va déjà devenir blette. Donc en fait, lorsqu'elle est toujours verte, elle n'est pas encore mûre et lorsqu'elle jaunit, là c'est déjà un bon indicateur. Et le second indicateur, au toucher, autour du pédoncule, lorsque ça devient légèrement mou, ça veut dire qu'elle est fondante et alors il faut y aller parce que le lendemain, elle sera blette. C'est fini. Il y en a une autre aussi qui a attiré mon regard tout à l'heure. Ouais, je comprends. Alors ça, c'est la Happy étoilée. Tu vois, elle a une super belle forme, mais malheureusement, elle n'est pas vraiment bonne à manger. Mais du coup, pour agrémenter une belle table, ça fait une chouette déco. Et ça, c'est bien parce que tu tords le cou à certaines idées reçues. Une belle pomme n'est pas spécialement bonne. Exactement. Une pomme un petit peu moins jolie peut être excellente. Tout à fait. Ça, c'est aussi un changement quelque part. Tout à fait. Il faut éduquer les mentalités parce qu'on a été habitué pendant plus de 50 ans à avoir des pommes qui sont vraiment toutes lisses, qui n'ont aucune imperfection, mais qui finalement, malheureusement, sont remplies de produits parce qu'on doit les traiter pour qu'elles aient un si bel aspect. C'est un goût tout à fait banalisé et surtout, l'offre est très petite, alors que dans un verger, on peut vraiment étaler, s'amuser au niveau des variétés. Il y a moyen d'en mettre des dizaines et des dizaines qui soient toutes différentes. Il y a même moyen de mettre plusieurs variétés sur le même arbre. Tout est possible. Tout est possible, c'est génial. Alors, tu as plusieurs fois évoqué la greffe pendant la discussion. Pourquoi est-ce qu'il faut greffer les fruitiers? Alors en fait, il faut greffer pour pouvoir avoir exactement le même fruit. Parce que si on ne greffe pas, et que si on sème un pépin, en fait le pépin il est issu d'une fleur qui s'est fait féconder par le pollen d'un autre arbre fruitier, d'une autre variété. Et donc tous les pépins qui se retrouvent dans une pomme, ce sont toutes des variétés uniques. Et donc si on sème, on crée des nouvelles variétés. Mais si on veut le même fruit, soit on bouture, soit on greffe. Mais vu que la bouture ne marche pas très bien pour les fruitiers, on préfère greffer. D'accord. Et vous proposez aussi ce service-là d'ailleurs? Tout à fait. Donc en fait, nous ne sommes pas pépiniéristes, mais nous greffons sur mesure pour des variétés un peu particulières qu'on ne pourrait pas retrouver chez les pépiniéristes. D'accord. Tu m'en ferais goûter une autre? Oui, bien sûr. Allez, une que tu aimes bien. Une que j'aime bien et dont tu devras deviner le goût. Comment elle s'appelle déjà? En fait, non, ça je peux pas dire, c'est toi qui dois deviner. Donc en fait, le goût fait penser à un autre fruit. Tu vas me dire à quel fruit ça te fait penser. Poire? Non? Il y a un goût de poire? Mais son nom, c'est Winter Banana.
Ah oui, il y a un petit goût de banane. Il y a un petit goût de banane. C'est génial, c'est hyper surprenant. Il faut se dire, ok, le patrimoine vivant, c'est formidable, c'est une base de ressources génétiques pour pouvoir aborder l'avenir avec sérénité, mais c'est surtout des goûts et des saveurs formidables. Il n'y a pas une pomme, une poire qui se ressemble au niveau du goût. Et donc, ce qu'on dit toujours, c'est il faut goûter avant de planter. Et vous proposez ça aussi d'ailleurs, des ateliers. ateliers. C'est exactement ce qu'on propose, c'est de découvrir cette diversité lors de nos ateliers de dégustation et puis ensuite faire un atelier de greffage ou alors un accompagnement plus précis de A à Z. Ça, c'est vraiment au client de le définir. Mais écoute, tout ça est vraiment passionnant. On t'écouterait pendant des heures. On goûterait tout d'ailleurs aussi. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de Pomco et vous renseigner auprès de Paul-Émile qui vous partagera sa passion. Et puis nous, on continuera bien à goûter quelques petites choses, non? Avec grand plaisir. Je suis curieuse, moi. Ouais, à fond, allons-y. Virginie se régale et franchement, on la comprend. Toutes ces variétés de pommes, ces couleurs, ces parfums. Avouez, ça donne envie de tendre la main à travers l'écran, non? Et puis moi, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, pomologue. J'étais sûre que c'était un amoureux de la pomme. Eh bien non, c'est le spécialiste de tous les fruits. La pomme n'est que le début de l'histoire. Et maintenant, changement d'ambiance. On quitte le verger pour une balade en forêt, où Virginie va nous montrer que même le bois mort peut être plein de vie. Parce que oui, dans la nature, rien ne se perd. Et parfois, ce qu'on croit mort est en réalité le point de départ d'un nouveau cycle. La mort d'un arbre n'est pas une fin en soi, c'est même un élément indispensable du cycle de la vie. Le bois mort joue en effet un rôle central dans l'équilibre de nos forêts. Les causes de mortalité du bois sont multiples. Il y a le vieillissement naturel des arbres, le climat, les épisodes extrêmes naturels comme les tempêtes, les incendies, l'exploitation forestière, l'attaque de pathogènes, de parasites, etc. Quand on parle de bois mort, en fait, on parle de différentes formes. Il y a les arbres qui sont morts sur pied, les arbres couchés, les souches, les branchages, etc. Et ce qui est fascinant, c'est que 25% des espèces forestières dépendent de ce bois en décomposition pendant au moins une partie de leur vie. Ça représente des milliers d'insectes, de champignons, de mammifères, de batraciens, de lichens, de mousses, etc. Le processus de décomposition du bois mort se fait en différentes étapes au cours desquelles différents groupes d'espèces vont intervenir. Il y a tout d'abord les champignons et les insectes pionniers qui vont s'attaquer à l'écorce, qui vont creuser des petites galeries dans l'aubier, donc la partie tendre de l'arbre sous l'écorce, et qui vont petit à petit préparer le terrain. Le pic aussi va venir faire des trous, etc. Les champignons auront une action déterminante puisqu'ils vont vraiment amener cette matière à devenir plus poreuse et donc plus pénétrable. Ensuite, le deuxième stade, c'est la décomposition à proprement parler. Et là, on a d'autres espèces qui entrent en scène, des coléoptères qui viennent pondre leurs œufs, des animaux comme la chouette, la chauve-souris ou le laireau qui vont occuper les cavités des pics, ou encore des batraciens qui vont profiter de ces endroits humides pour se cacher. Les champignons continuent aussi l'action de décomposition. Et enfin, la dernière phase, durant laquelle le bois mort se désagrège complètement et devient partie intégrante du sol grâce à l'action des champignons toujours et aussi des micro-organismes qui vont continuer à le décomposer et permettre à tous les nutriments de cette matière organique de retourner dans le sol. Le sol sera donc plus riche, plus fertile et ça va permettre à la forêt de se régénérer. Alors en plus, le bois mort permet de stocker beaucoup d'eau durant tout ce processus, ce qui est pas mal puisqu'on a des périodes de plus en plus sèches. Et enfin, il va aussi séquestrer une partie du carbone qui va rester enfoui sous terre et donc on va limiter les émissions de CO2. Donc on a vraiment pris conscience de l'intérêt et de la richesse du bois mort dans l'écosystème forestier. Essayons d'en laisser de plus en plus dans nos forêts pour qu'elles soient plus vivantes et plus résistantes. Quel beau cycle vertueux! Et tu en parles toujours avec autant de passion, Virginie. Merci à toi et à tous tes invités. On a encore appris plein de choses et je suis vraiment heureuse de faire partie de cette aventure avec vous. Et je parie que comme moi, vous êtes déjà impatients de retrouver la suite de nos escapades vertes. À très vite dans Entrez, c'est ouvert. Et d'ici là, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner un sac d'amendement pour vos plantations de fruits et légumes. Utilisable en jardinage biologique, il permet d'obtenir un sol aéré et riche en humus. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Comment s'appelle la pomme en forme d'étoile présentée par Paul-Émile?
Envoyez-nous votre réponse à concours@canalzoom.be ou par message privé sur notre page Facebook.